Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence qui a pour titre « Comment dépasser les barrières de l'illusion ». Je suis Annie Poisson, écrivain et femme d'affaires. Bonsoir, je suis Réal Choquette, comptable et homme d'affaires. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique et homme d'affaires. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Daniel Kim, il a maintenant donné plus de 900 conférences. Très jeune, il avait une vision du monde très avant-gardiste et avait accès à un savoir que la plupart des humains n'ont pas. À 12 ans, il voulait partir sur une île déserte pour créer un monde nouveau. À 19 ans, il écrit sa biographie. Il est l'auteur de 11 volumes et créateur du programme Maître Contrôleur, recueil des techniques nouvelles pour l'homme nouveau. Enfin, il rend le savoir supramental accessible à l'humain. Alors, si vous le voulez bien, accueillons M. Daniel Kim. Bonsoir Daniel. Vous avez soif? Ben oui, c'est ça. Je ne vois plus rien. Vous devriez faire comme moi, boire avant. Quand Réal est devant moi, je ne vois plus rien. Ben ça, écoute, lui, je l'ai connu très jeune, il était toujours assis devant moi au cinéma. Mon travail est fait, je peux m'en aller. Alors, ce soir, on parle de l'illusion. Puis, quand j'ai vu ça, ça m'a tenté d'aller voir dans le dictionnaire ce que le dictionnaire disait. On va confronter le dictionnaire avec tes définitions. Puis, le petit Robert dit que l'illusion, c'est une erreur de perception causée par une fausse apparence. Puis ça me rappelle... OK, moi, ça me fait poser une question, c'est comment pouvons-nous savoir alors que c'est une fausse apparence, donc comment pouvoir savoir que c'est une illusion? Oui. Selon la définition du petit Robert. Ça veut dire qu'au départ, il faut avoir des outils pour savoir ce qu'est la réalité, puis à partir de là, on peut déterminer ce qu'est l'illusion, à partir du petit Robert. Mais évidemment, le petit Robert, il se base sur le sens commun. Oui, bon, mais c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire le bon sens. Si tout le monde voit une illusion, ça devient la réalité. Puis celui qui voit la réalité, qui est tout seul, c'est une illusion. C'est la définition. Bien justement, à propos de ça, j'ai une de mes amies qui est allée dans c'était une exposition qui était basée sur le thème de l'illusion. Puis dans cette exposition-là, le plancher était droit, mais tous les décors étaient plantés de façon à créer l'impression que c'était croche. Puis il y avait juste que des sons qui étaient émis, qui étaient imperceptibles consciemment, mais qui étaient perceptibles par l'oreille, qui mettaient aussi dans l'ambiance que tout était croche. Puis c'était tellement bien fait que le cerveau l'enregistrait comme ça, puis la fille avait même un peu mal au cœur. Oui, puis j'en ai même vu, moi, qui marchait, qui tombait, là, simplement, qui tombe vers le mur, mais en réalité, ce sont les meubles qui sont croches. C'est ça, mais juste ça va avec la définition du petit Robert qui dit que c'est une erreur de perception causée par une fausse apparence. C'est-à-dire que le petit Robert va inclure ça. C'est ça. Mais ça aussi inclut le reste aussi. Mais ma question par rapport à ça, c'est est-ce qu'une illusion, c'est toujours une erreur de perception des sens physiques? Non. Bon, prenons l'exemple. Actuellement, nous sommes assis. Bon, ça va bien, il n'y a aucun problème. Nous circulons à peu près 35 fois à la vitesse d'une balle de fusil tirée vers une cible. Et nos sens nous disent, nous ne bougeons pas. Ça, c'est la vitesse de rotation de la planète. Exact. Bon, sans compter la translation planétaire maintenant, c'est-à-dire son orbite autour du Soleil, en plus de la rotation sur elle-même, mais nous ne bougeons pas. Aucun problème. Alors, les sens sont totalement trompés. Ensuite, quand une personne va voir un mirage, il voit quelque chose de réel, qu'on explique très bien scientifiquement aujourd'hui. La seule nuance, c'est que si tu vois le mirage d'une pomme, bien cette pomme-là, tu ne pourras pas la manger, mais ce que tu vois est là. On peut photographier un mirage. Ce n'est pas dans la caboche de l'individu. Donc, les sens sont en parfait état. Autre chose, puis il y en a. Mais pendant longtemps, l'être humain disait que le ciel était immuable. Les sens le prouvent. Oui. Bon, ou encore le fait que les étoiles sont là, mais la majorité des étoiles qu'on regarde n'existent même plus, c'est juste leur lumière qu'on voit. Pourtant, les sens sont corrects. Mais pour un mirage, pour un mirage, là, si la pomme est là, puis qu'on peut la photographier, on devrait être capable de la manger, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas la manger? Bien, pour la simple raison que c'est une image que tu vois. Alors, manger une image, c'est compliqué. Mais si on peut la photographier... Oui, une image. Je peux photographier un écran de télévision, mais de là, serrer la main au bas dedans, alors... T'as-tu déjà essayé quand t'étais jeune? Non. Bon, t'aurais dû. Tu comprendrais aujourd'hui. Mais je comprends pas, pareil, le fait qu'on puisse la photographier. Elle est là, c'est une image. C'est un genre d'hologramme? Bon, vous avez déjà roulé sur un genre d'hologramme. Vous roulez en automobile, et puis à un moment donné, l'été, vous voyez de la vapeur qui monte de l'asphalte. Vous avez déjà vu ça? Oui. Ou ça fait comme une couche, là, puis plus tu avances, puis elle n'est pas là. Mais là-bas, il y en a. Ça, c'est un mirage. Les gens qu'est-ce qui fait cette vapeur-là? C'est la chaleur. Non, c'est le reflet des nuages. S'il n'y a pas de nuages, tu n'en auras pas. C'est le reflet des nuages du ciel à la surface du sol parce qu'il y a évaporation d'eau. Et ça crée, en tout cas, c'est un reflet. Mais si tu photographies la route, tu vas aussi voir le même effet. Mais les nuages ne sont pas là.
L'image des nuages est là. Okay. Et une photo, c'est une mémoire d'une image. Mais toi, là-dedans, qu'est-ce que tu dis qui est une illusion puis qui ne l'est pas? Moi, ce que je dis, c'est que à partir de la définition du petit Robert, ou du grand Robert, ou ce qu'on voudra, la définition du petit Kim, par exemple, moi, c'est ça. Une illusion, c'est une réalité collective. Et puis, la réalité, elle est nécessairement individuelle. Et plus tard, probablement, qu'ils vont être d'accord avec ma définition, mais... alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout le monde voit la même chose, ça, c'est une illusion. Parce qu'au départ, et ça, n'importe quel savant, le moindrement planté, va être d'accord avec l'idée, mais si tout le monde voit la même chose, c'est une illusion, alors que ce que les gens voient individuellement, ça, c'est la réalité. Mais, par exemple, toi, tu vis, tu as peur. Et nous, on se regarde tout et on dit, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc, tu es dans l'illusion. Elle n'est pas dans l'illusion. Elle a peur. Mais je comprends que c'est réel elle pour voit moi. quelque chose. Mais non, mais elle a réellement peur. Donc, elle voit quelque chose que Si nous autres avons voient pas. tous peur, on va accréditer sa peur, et on va dire, oui, mais il y a quelque chose, certain qu'il doit y avoir quelque chose. Mais si elle est la seule à avoir peur, on va lui donner des médicaments. De façon à la faire glisser de Mocron, c'est-à-dire de façon à changer sa structure pour qu'elle ne perçoive plus ce qu'elle percevait. Mais ce qu'elle percevait était totalement réel, ce qu'elle vivait était totalement réel, et ça, c'est la réalité. OK, mais qu'est-ce qu'elle percevait, elle, qui faisait peur, puis que les autres ne percevaient pas? Ça n'a rien à voir, sauf que l'illusion, dans la définition du petit Robert, est basée sur un principe. Il y a une collectivité qui voit bleu, il y a une imbécile qui voit jaune, donc c'est l'illusion. Mais pourquoi tu dis que la collectivité, c'est l'illusion, ça? C'est aussi réel pour eux autres que... Non, mais c'est parce que chaque être humain voit différemment, chaque être humain perçoit différemment. Alors, quand les humains sont capables de déformer tellement leur perception pour arriver à une vision collective, bien, ce que tout le monde voit, c'est pas ça. Bon, On arrive Et c'est le problème de l'évolution ou de l'avancement des gens, c'est que les gens essaient d'avancer en fonction d'une réalité ou d'une vérité collective, donc d'une réalité ou d'une vérité admise par tout le monde. Et bien qu'on va s'obstiner sur des petits bouts de la vérité collective, on n'a pas le choix. Ça, c'est une illusion. Alors que si on était capable de supporter notre propre perception des choses, qui est différente de la perception des autres, je suis dans ma réalité, tu es dans ta réalité, et nous sommes dans l'illusion. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Et l'illusion, ça crée nécessairement l'incompréhension, ça va créer aussi les peurs, ça va créer les incertitudes, ça va créer la médiocrisation, ça va créer plein de choses. Mais les gens qui se sentent médiocres ou inférieurs par rapport à la vision collective, les femmes, par exemple, qui se trouvent trop grosses par rapport à la vision collective, on change de vision collective, et oups, ces femmes-là se trouvent maintenant trop minces. Alors que dans une perception de réalité, une perception individuelle qui n'est pas déterminée par l'accréditation du reste de la planète, ou au minimum de sa société ou de sa famille, l'être humain vit dans la réalité. C'est sûr que si on se retire un peu plus encore, on va devoir admettre que quelque part, tout est illusion. Okay, avant d'en arriver à cette grosse illusion-là, je revenais à ce que tu dis. Tu dis, la réalité, elle est individuelle. Mais si nous, on est quatre en avant, puis on décrit la salle, puis on décrit la même chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est collectivement dans la même perception? Pourquoi? Parce que c'est au départ, puis c'est très simple, vous avez 3 personnes, puis ça, vous avez vu que ça dans votre vie, j'imagine bien que vous avez vu. Bon, vous rappelez d'un événement du passé. Ou encore, vous assistez à un événement particulier, puis après ça, vous commencez à le raconter. On était 3 à avoir assisté. Ça se fait qu'on s'obstine. On va dire à l'autre, ben oui, mais écoute, t'as pas écouté comme il faut quand l'autre parlait. Mais non, il n'était pas habillé comme ça, son collet n'était pas rentré, son collet. On va aller jusqu'à s'obstiner. Bon, pourquoi? Parce que les individus n'ont pas vécu la même réalité, même si, puis ça c'est une question de psychologie, une question d'ego, on a une tendance régulière à se collectiviser parce que c'est un besoin psychologique chez l'humain. Bon, malgré tout, on vit dans des mondes différents et ça, ce sont des réalités. Mais pour l'être humain un peu cartésien, le vieux cartésien, parce que depuis Einstein, évidemment, le cartésianisme, il a sauté par-dessus bord, mais il y a encore des gens, évidemment, qui préfèrent être terre à terre, comme ils vont dire, et laisser faire la relativité. Mais à l'époque du cartésien, ce qu'on disait, c'est qu'il ne peut pas y avoir 2 réalités. Il peut y avoir 2, 3, 400 000 illusions, mais seulement une réalité. Et je reste d'accord avec ça. Si tu dis une réalité, la mienne, c'est toute une gang d'épée.
Et là, tout le monde est d'accord. Mais c'est toujours le leur, par exemple, qui est la réalité fondamentale. Et là, ce qui va arriver, c'est que dépendamment de notre éducation, on va probablement avoir des altérations de nos perceptions, on va dire. On va avoir des visions similaires. Et notre peuple va dire, ça, c'est la réalité. Et le peuple d'à côté, eux autres, ils sont dans l'illusion. C'est ce qui a engendré toutes les guerres de religion, les guerres de politique ou un paquet d'autres guerres. Prenons juste rapidement l'exemple du Parti québécois. Ils ont une réalité. On se fait royalement exploiter. Mais si on prend l'exemple des libéraux, ils ont une réalité. C'est que le PQ est dangereux. On perd de l'argent. Puis le PQ, ce qui explique, c'est que c'est l'inverse. Puis l'être humain, là-dedans, il essaie d'être collectif. Soit pour un, soit pour l'autre. Et si on devient péquiste, on va comprendre. Mais si on devient libéral, on va comprendre. Et si on reste soi, on va aussi comprendre. Mais on ne comprendra pas ce que les péquistes comprennent ou ce que les libéraux comprennent. Au niveau de la société, s'il n'y a pas une illusion collective, est-ce que la société peut fonctionner pareil? Si tout le monde est dans sa petite réalité, peut-être ou pas, là, dans sa réalité... Sa petite réalité, oui. Tu sais, ta petite réalité d'idiot, là, ça, c'est une petite réalité, mais quand tu vas comprendre comme moi, tu vas être dans la grande réalité. C'est ça que ça veut dire? Non, je me suis corrigé. Toi, je comprends, tu as une grande réalité. C'est ça. Si moi, dans ma grande réalité, comparé à ta petite réalité... Oui, moyenne. La société, en général, est-ce qu'elle peut fonctionner si tout le monde est dans sa réalité? Il n'y a pas une base commune qu'il faut qu'on atteigne? Non, si les gens ne vivent pas dans l'intelligence, ça ne peut pas fonctionner. Si les gens vivent dans l'intelligence, ça peut fonctionner. Mais présentement, sur la planète... Là, je vais te conter une histoire? Une histoire, ça. Parce que, non, il y a des gens qui comprennent mieux quand on leur conte des histoires. Pas nous autres, là. Ça doit venir de leur petite enfance ou de leur grande enfance, dans certains cas. Ça dépend de la réalité. Oui, c'est ça. Je l'ai peut-être déjà compté, mais je la raconte encore. Ça vaut quand même bon. Dans ton cas, c'était utile. C'était deux personnages. Je pense qu'il te parlait, François. Bon, je parlais à François. C'était deux personnages. François aussi, il va aimer ça, François. Ah oui? C'est ces deux personnages. Ah bon. Qui marchaient. Et puis, il y avait une personne comme vous autres, là, deux, là, qui suivait ces personnages-là. Ils étaient dans un sentier, et puis il y avait un peu d'eau. Il y avait plu un peu une journée ou deux avant, et c'est en pleine campagne. Et les deux personnages, les autres marchent comme ça va bien. Et ce sont des maîtres, comme tu pourrais dire, ou ce sont des grands réaliteurs. Bon. Alors, ils marchent, ça va bien. Et puis toi, tu suis comme ça, et puis là, tu te rends compte qu'il y en a un qui marche à droite, un qui marche à gauche, puis là, il y a une flaque d'eau à droite. Puis là, l'imbécile de droite, lui, il marche dans la flaque d'eau. Puis là, le gauche, lui, celui qui est correct, il marche comme il faut à côté de la flaque d'eau. Puis toi, évidemment, tu marches parce qu'il n'y a pas de flaque d'eau. Hein? Bon. Puis quand tu arrives de l'autre côté, ben là, tu vas voir celui qui a marché dans la flaque d'eau, puis tu lui demandes. Vraiment, c'est un grand maître. C'est un maître, il aurait passé à côté. Pourquoi tu as marché dans la flaque d'eau? Puis là, lui, il regarde ses pieds avec ses pantalons tout mouillés, puis il dit, ah, ben effectivement, disons, tu viens de mouiller mes culottes. Peut-être tu réponds, ben non, moi, j'ai pas mouillé tes culottes, tu as marché dans la flaque d'eau. Fait que lui, il dit, non, moi, j'ai pas marché dans la flaque d'eau. La flaque d'eau, elle était à gauche, pas à droite. Fait que toi, tu dis, ben voyons donc, moi, j'ai passé à gauche, il n'y a pas de flaque d'eau. Puis lui qui est correct, il a marché à gauche aussi. Mais celui qui est correct, il dit non. Il n'y a pas de flaque d'eau où j'ai passé, elle était à droite. Mais lui, il est passé à droite parce que la flaque était à gauche. Puis toi, comme tu es toi, fallait que tu prennes pour un des deux. Alors, ça donne, t'as pris pour moi. Là, regardez les souliers, puis regardez les pantalons, celui qui est passé à droite. Là, tu regardes les siens, il est tout sec. Les deux sont secs. Tu regardes en arrière, puis la flaque est toujours du bord où tu voudras. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne, sauf que l'humain est collectif. C'est ce qui arrive simplement, celui de droite marche tellement dans sa réalité que lui, il passe là où il n'y a pas de flaque d'eau. Mais il n'y a pas besoin de vérifier si sa réalité, c'est la même que l'autre. Puis l'autre, il marche dans sa réalité. Alors lui, il marche à gauche, fait que toutes les flaques vont être à droite. Mais il n'y a pas besoin de vérifier si l'autre est au courant que les flaques sont rendues à droite. Autrement dit, il n'y a pas besoin de vérifier si l'autre marche dans sa réalité. Alors que l'être humain étant très insécure, puis relativement en manque d'énergie par rapport à sa solidité psycho-émotive, ben normalement, il va suivre. Un peu comme moi, je marche souvent en forêt, je m'en vais comme ça, et puis là, il y a une personne qui me suit. Puis quand on est le premier en forêt, ben on prend un sentier, on passe par-dessus une branche, on arrive là, puis là, c'est plein de branches. Là, on passe, on s'en va, ça va bien. Là, en arrière, il est là. Pourquoi tu prends des chemins si compliqués? Ben, écoute, passe ailleurs. Il n'y a personne qui te demande de me suivre. Oui, mais c'était bien mieux par là. Il passe en premier. Mais si je le suis, c'est pas long que ça va bien jusqu'à temps que lui aussi il est pris comme moi.
C'est drôle parce que moi, en arrière, j'aurais passé là. Ben, pourquoi qu'on ne marche pas séparés? Là, ça va se donner qu'en forêt, si on marche bien séparés, on va avoir beaucoup plus de facilité. Les chemins vont être beaucoup plus beaux, mais on n'aura pas passé exactement par la même forêt. On m'a conté l'histoire, Daniel. Conte mon histoire. Mais il y a du monde qu'il faut qu'ils se content des histoires pour comprendre. Ouais. Non, c'est que ton histoire de réalité qui est finalement ce qu'on en fait, là, ça me rappelle quelque chose que tu as déjà expliqué au niveau de l'atome, que les scientifiques mettaient un trou, non, ils mettaient 2 trous dans une plaque, puis tu avais l'atome qui passait dans les 2 en même temps. Tu te rappelles, tu as déjà parlé de ça? Ah ouais, on peut-tu faire un parallèle avec ça? Pas, je peux en parler encore. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ça, que la réalité, elle est finalement ce qu'on observe, ce qu'on veut bien que ça soit? Tu amènes ça, je vous fais un petit résumé. Bon, les savants, je vous passe des détails techniques, évidemment. Bon, ils ont pris des électrons, ils les ont lancés sur une plaque, puis ils ont dit, on va faire un petit trou là-dedans, avec une plaque photographique de l'autre côté, et on va voir si l'électron est capable de trouver le trou. Il trouve le trou. Alors, ils se disent, maintenant, on va mettre 2 trous. On va voir lequel il va prendre. Aucun problème, il passe par les 2 trous. Et là, les savants se sont dit, écoute, on va en mettre plusieurs, là, puis on va s'arranger pour bien vérifier, là, on va communiquer ça aux Japonais, à tout le monde, pour qu'ils fassent la même expérience. Aucun problème, l'électron n'a jamais de dissonance cognitive, il se demande jamais par où il passe, il prend toutes les sorties. Il prend tous les trous. Et il arrive de l'autre côté, il se refait. C'est impeccable. Depuis ce temps, on sait que l'électron, autour d'un noyau, par exemple, que l'électron ne gravite pas, mais qu'il est probablement partout en même temps. D'où certaines incertitudes particulières de la physique des particules, où on peut connaître, par exemple, la position d'une particule, mais jamais son vecteur de déplacement. On ne sait pas d'où elle vient ni où elle va. Ou on peut connaître d'où elle vient, où elle va, mais on ne connaît pas sa vitesse. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Et ils ont fait d'autres essais amusants et intéressants, comme ça avec les atomes. Ils ont été capables de marquer, on va dire un électron, ils l'ont marqué. Je vous passe des détails techniques, mais ils sont rendus avec les accélérateurs de particules, les microscopes électroniques, etc. Des choses intéressantes. Ils l'ont marqué et là, ils l'ont fait tourner sur lui-même, donc ils ont fait faire un tour complet. Et après un tour complet, la marque n'était pas là. Alors, ils ont fait faire un autre tour complet et là, la marque est arrivée. Ce qu'ils savent aujourd'hui, c'est que notre électron, quand on lui fait faire un tour complet, ben, il est en communication complète avec un autre monde. Et pour pouvoir avoir la marque, tu dois faire 2 fois 360 degrés et ça fonctionne. Ensuite, ils ont pris des électrons, ils se sont rendus compte qu'il y avait une position d'orbite. Donc, il y avait un angle, un peu comme la planète Terre. C'est 23,5 degrés qu'on a d'angle par rapport à la lumière du Soleil. Hein? On tourne comme ça. C'est ce qui explique les saisons. Alors, ils ont trouvé qu'il y avait la même chose, on appelle ça un spin. Parce que, bon, les Anglais ont spiné avant, puis ont gagné, bon. Ah, un spin. Et là, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on prend une photo, par exemple, on le voit comme ça. Alors, on va mettre l'appareil photo autrement, on va s'arranger pour truquer ça, parce qu'on aimerait voir l'autre côté. Chaque fois qu'ils prennent une photo, ils ont la même face. Comme si l'électron avait la possibilité de dire, tiens, on va toujours placer le même profil devant le photographe, il a l'air aimé ça. Alors, évidemment, les savants sont rusés, ils ont pris 2 appareils photo. Et dans les 2 cas, ils ont eu le même foutu profil. Et eux autres, d'ailleurs, et un peu comme moi, mais moi, je ne le fais plus maintenant, parce que bon, mais eux autres, ça arrache beaucoup les cheveux, parce que ça a de la difficulté à comprendre. Quand je dis, quand on parle d'illusion... Mais c'est ça, il doit y avoir de l'illusion là-dedans, là. Non, c'est la réalité, ça. Ça, c'est la réalité. Mais jusqu'à temps qu'on découvre quelque chose d'encore plus Non, réel. c'est pas ça. C'est que l'illusion, c'est quand on essaie de faire en sorte que tout le monde comprenne. Fait qu'il y a autant de réalité que d'êtres humains. Ben oui. De la réalité, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais ça veut dire que même la réalité... L'illusion existe par rapport à la réalité. C'est là le petit Robert. Mais pourquoi tu dis que la réalité, c'est quelque chose qui n'existe pas? Mais qu'est-ce que c'est la réalité? Tout est une farce. Bon, tout est illusion dans ce cas-là. Bon, c'est ça, ça veut dire que même... Tout n'est pas illusion. L'illusion, c'est à partir de la réalité. Si la réalité n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a ni réalité ni illusion. La réalité, c'est pas comme l'humain la veut. La réalité, là, elle n'existe pas, c'est que tout est possible. C'est une réalité. Mais pour l'être humain cartésien, tout est possible, tout est illusion. Tout n'est pas illusion, tout est réalité. Ça veut dire que la réalité, finalement, ce que je vois, ce que je perçois, ça dépend de mon état émotif. Oui, et ce que tu perçois, ce que tu vois, c'est la réalité. Et cette réalité-là peut changer n'importe quand. Eh bien oui, c'est... Dépendamment de mon état quand je m'en vais en automobile, je vois ça. Je vois un arbre, je vois une ferme, mais ça peut changer n'importe quand. Ça change tout le temps. Je suis en déplacement. Mais c'est pas parce que c'est plus là que c'était pas là. Toi, tu veux dire, même si je vois un mirage, c'est réel pour moi, donc c'est la réalité. Le mirage est réel pour toi, c'est bien évident.
Mais il n'y a pas une réalité avec un grand R en dessous de tout ça, là. C'est ça, Au début d'une phrase. OK, un grand R dans le genre sécurité. Non, Mais regarde, dans le genre- d'après ce que je comprends, moi, c'est que l'illusion face à la réalité, c'est qu'on pense que c'est quelque chose de statique, de défini, puis que tout le monde a la même réalité. Jusque-là, ça va? Ça, c'est ce qu'on pense. C'est ça. Mais Oui. ça, c'est l'illusion de penser que la réalité, elle est ce qu'elle est. Mais il y a quand même une réalité qui n'est pas ce qu'on pense qu'elle est. Oui, sûr. Ah, mais il y a bon. aussi une réalité Je veux- qui est ce que tu penses que c'est. Bon, est-ce qu'une illusion peut être une réalité? Ben oui. Je regarde un mirage. Si l'illusion, elle est là, elle est réelle. Ben là, c'est- Donc, l'illusion fait partie de la réalité. Sauf que ce qu'on appelle illusion, c'est toujours lorsque monsieur ou madame ici, là, il voit des choses dans sa maison que les autres ne voient pas, là. Ah, lui, là, il y a des hallucinations. Lui, il y a des illusions. Ou encore, vous croyez que vous allez vous lancer en affaires, vous allez faire de l'argent. C'est des illusions. Mais ceux qui y ont cru puis ils se sont lancés, ah, mais c'est pas pareil. C'est pareil. Sauf que la vie, les structures de la vie, ces structures personnelles, ces structures métacognitives, ces structures réincarnationnelles, etc., vont faire en sorte qu'à un moment donné, il y en a un qui va gagner. Parce que sur la planète Terre, il faut des gardiens de la finance. Qui? Rien à voir. Il y a des gens très intelligents qui deviennent millionnaires. Il y a des gens totalement imbéciles qui vont devenir aussi. Puis il y a des génies, et pas de donc hommes et femmes, qui vont rester pauvres toute leur vie. Puis il y a d'autres génies qui vont devenir géniales. Et qu'est-ce qu'on va dire? Puis ça, j'ai un de mes amis qui me répète ça souvent. Oui, mais regarde, cette personne-là, ça, c'est un génie. Pourquoi? Parce qu'elle est millionnaire. Puis moi, je passe mon temps à dire non, toutes les autres que je connais qui ont essayé aussi, qui sont pas millionnaires, c'est des génies aussi. Non, parce que lui, il a décidé que la géniosité, c'était au niveau du résultat. Les autres sont dans l'illusion de croire qu'ils peuvent. Alors lui, vu qu'il a réussi, il n'était pas dans l'illusion. OK, bon. Ça, c'est un peu comme de dire, je suis dans l'illusion, mais si ça marche, je ne l'étais pas. Mais c'est bon. OK, c'est ça, je comprends que tu dises que ça, on se trompe quand on appelle ça de l'illusion. Que ça, c'est chacun sa réalité. Mais tu parles d'illusion dans ce cas-là, puis tu parles aussi d'illusion dans l'illusion collective, quand tout le monde pense de la même façon. Ça, pour toi, c'est de l'illusion. Oui, ça, c'est officiel. Quand on s'entend pour une réalité, c'est une illusion. Oui. Mais Et c'est ce qui crée tous les problèmes du monde, hein? En termes communicatifs. est-ce qu'il y a moyen à ce moment-là de sortir de cette illusion-là, de sortir être de... capable de s'aimer suffisamment pour être capable de se centrer dans ce qu'on perçoit. Moi, quand je perçois quelqu'un qui a des difficultés, je peux aller l'aider, je peux ne pas aller l'aider. Puis là, si quelqu'un d'autre va me dire, ben voyons donc, un exemple encore plus terre à terre. Je suis souvent avec des jeunes. Et il y a des jeunes amis qui peuvent venir chez moi. Et puis ma femme, souvent, ce qu'elle me disait, c'est, hey, t'es ben trop rough, fait qu'eux autres, ils ne reviendront plus jamais. Je m'en fous, mais je me respecte. Fait que si le jeune, il veut fouiller dans mon frigidaire, il ne fouille pas dans mon frigidaire. Il me le demande. Etc., etc., etc. Il veut jouer avec l'ordinateur, aucun problème, mais quand il est fini, il place ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Je ne le punis pas, mais c'est comme ça. Et puis les jeunes téléphonent quand ils ont du temps, puis ils s'invitent à venir. OK? Alors que je sais très bien que la majorité des gens qui travaillent avec des enfants, ou qui ont des difficultés avec des enfants, ou qui réussissent bien avec des enfants, pourraient trouver que, voyons donc, Daniel Camp, il ne l'a pas du tout. Il l'a peut-être pas du tout, mais les enfants que les gens détestent le plus sont souvent parmi mes meilleurs amis. Puis les enfants très, très doux et très corrects sont mes amis aussi. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une réalité. Et quand je travaille avec ces jeunes-là, par exemple, ça va. Mais les gens qui me regardent, eux autres essaient de voir tout ça dans leur réalité, qui est une réalité basée sur une acceptation collective de la façon de travailler avec les enfants. Un jour, ma fille, elle me demande d'acheter telle cochonnerie. Elle va avoir 7 ou 8 ans. Moi, je lui dis non. Et là, j'étais avec un de mes amis de ta grandeur. Un grand ami. Un grand, oui. Et là, elle me lâche la main, elle va prendre la main de mon ami, puis elle dit, je l'aime plus que toi. Moi, j'ai aucun problème. Moi, je t'aime autant, mais je t'aime plus que lui. C'est de tes affaires. T'as l'air totalement sans cœur. Oh, mais là, lâché vite, le grand qui était tout content. Elle est venu me revoir après. C'est une question de réalité. J'ai des interventions que je fais régulièrement avec des êtres humains, et ma façon de faire, elle est bonne. Un exemple. Je pose souvent ces questions-là quand je donne des conférences dans les écoles. Je vous la pose, répondez pas, mais répondez, mais dans vos têtes. Un professeur qui est extrêmement sévère, est-ce qu'il peut être aimé par ses élèves? Hein? Puis un professeur qui est extrêmement sévère, est-ce qu'il peut être détesté par ses élèves? Un professeur qui est drôle, qui fait le clown,
Est-ce qu'il peut être aimé par ses élèves? Bien, l'expérience prouve qu'il y a des professeurs très sévères qui sont adorés par leurs élèves et d'autres qui sont très sévères et qui sont détestés. D'autres sont très, très drôles et que les élèves vont rire de leur farce, puis d'autres sont très, très drôles et que les élèves vont rire du prof. Ils les écoutent pas. Puis quand on fouille un peu pour savoir ce qui se passe, je me rends compte que lui, c'est sa nature d'être sévère, puis que toi, tu as peur des jeunes, puis tu te rends compte que ça marche, puis que tu essaies d'être sévère pour copier sa façon d'être. Et à un moment donné, bien évidemment, ta sévérité, elle est rejetée par les jeunes, donc ça fonctionne mal, alors que la sienne, les jeunes vont même l'aimer. Une question de réalité. Il n'y a pas de modèle. Et ce qui arrive dans l'humanité, à travers les philosophies, les religions, la morale et même souvent la science, c'est qu'on veut créer un modèle homogénéisant. On va homogénéiser tout le monde doit penser pareil. Dans un pays où on est raciste, on devrait tous être racistes au moins pareil, sans ça, sans ça, sans ça. Tu sais, voyons donc. Vous n'êtes pas capable de voir que tel genre de race, c'est pas bon. Prends le petit Robert, tu vois, avec le monde qui pense que c'est du bon monde, ça, ils sont dans l'illusion complètement. Mais dans un autre pays où on adore, où on n'est vraiment pas raciste parce qu'on est assez intelligent pour se rendre compte que ça n'a rien à voir avec les couleurs de peau ou avec les races ou les religions, bien, on ne comprendra pas les peuples qui sont racistes. Prenez Saddam Hussein, ça fait 2 fois qu'il veut essayer le Koweït. Il n'est pas vite, bon. lui. Écoute, quand il était bien équipé, il a manqué son coup. Maintenant qu'il a moitié moins d'équipement, il pense qu'il va réussir. Ah, mais dans sa réalité, hein, faut... Quelqu'un dirait, hey, voyons donc, il n'est pas assez cave. C'est pas une question d'être imbécile. Mais ses yeux, ses oreilles, son cœur, sa psychologie, son mental voient quoi? Mais lui, c'est vrai que sa réalité n'est pas Koweït. Pas Koweït, c'est sa réalité. Mais ça veut dire que pour avoir une réalité correcte, Koweït, il faut être naturel. Puis à ce moment-là, être naturel, il faut relaxer face à la vie, il faut cesser de se prendre au sérieux. Il y a des gens qui, par exemple, voient des fantômes de temps en temps. Là, ils vont en parler à d'autres. Moi, venez-vous. Les autres, souvent, ils ont lu le petit Robert. Mais il y a des peuplades complètes qui parlent encore de lutins, de farfadets. J'ai visité des châteaux en Europe. Il y a des gens là-bas qui nous parlent encore que de temps en temps, ils sont certains que, etc., etc. Il n'y a pas de parle pas de ça à n'importe qui. Ils vous regardent la face. Quand vous avez l'air un gars un peu perdu, ils vous en parlent. Alors moi, je rentre là un peu perdu. Et puis là, on me parle de plein de choses. Et c'est intéressant. Sauf que... comment ça se fait que les gens vont compter d'un pays à un autre pays, d'une place à une autre, les mêmes affaires? Il y a des réalités, c'est-à-dire qu'il y a des réalités. Il y a autant de réalités qu'il y a d'êtres humains, mais c'est pas vrai. Il y a autant de réalités qu'il y a de secondes de vie d'êtres humains. Mais, mais pour que des gens s'entendent sur une même chose, c'est finalement ils suivent la réalité des plus puissants. Ben oui, c'est évident. Les peuples conquérants, imaginez par exemple que pendant longtemps, tel peuple adore tel dieu, telle divinité, tel, etc. Il est conquis par les Romains. Oui, mais 2 ans après, tout le monde a changé de religion, puis tout le monde y croit, puis c'est correct, les vieux dieux, c'est mort. Quand les chrétiens prennent de l'ampleur, à un moment donné, il y a encore des dieux qui vont mourir. Et c'est fréquemment comme cela. Même chose au niveau de à peu près toute forme de conquête. Il y a un village quelque part en France là, qui apparemment résiste encore à l'envahisseur. Et puis, il y a le Québec qui aussi résiste comme ça depuis longtemps à l'envahisseur. Bon. Mais ces gens-là qui vont conquérir, ou les gens qui se font conquérir, normalement, vont finir par tomber sous le joug de ceux qui vont conquérir, à part quelques rares cas. Il y a la Chine, par exemple. Tous les peuples qui ont conquis la Chine sont devenus chinois. Pas chinois tel quel, mais la Chine n'a à peu près jamais changé. Et là, évidemment, dans une réalité, on va dire, ils sont bons en maudit. Dans une autre, on va dire, ouais, il aurait peut-être fait mieux de changer aussi. Ça aurait peut-être été mieux. Il y a autant de réalités que d'êtres humains, puis au-delà de l'illusion, qu'est-ce que c'est? C'est de voir que ce que je vis, ce que je perçois, ce que je pense, c'est ma vie, c'est mon monde, c'est ma réalité, et que tout ce qui va être déterminé dans mon futur, ainsi que dans mon passé, on parlait du futur, de cette adresse temporelle-là, parce que l'humain pense qu'il peut peut-être changer que le futur alors qu'on peut changer le passé autant. Bon, ce qui va m'arriver dans mon futur va être déterminé par le jeu que je vais faire dans l'illusion. C'est-à-dire qu'en termes de cheminement personnel, écoutez, vous voulez changer d'emploi. Première chose que l'humain va faire, c'est de demander des conseils. Ça veut dire qu'il part à la quête, ce que les croisés ont fait, ceux qui ont fait des croisades, ils partent à la quête et ils demandent aux gens, es-tu dans ma réalité? Es-tu d'accord? Penses-tu que c'est une bonne idée de changer d'emploi? Personne ne dit, ah non, jamais de la vie avec les problèmes d'emploi qu'on a aujourd'hui.
Moi, si j'étais à côté, je dirais, ouais, avec les problèmes de suicide qu'on a à l'emploi aujourd'hui, peut-être c'est bon de changer d'emploi aussi. Mais il y a une réalité qui va être vue, puis la personne, elle va aller en voir un autre, 2 autres, 3 autres, 4 autres, 5 autres, puis peut-être que si elle en voit suffisamment, elle va finir par glisser dans leur réalité. Donc, on va dire, ben ils m'ont convaincu de ne pas changer. Il ne faut jamais demander conseil. Il faut... Il y a une façon de poser des questions. Je répète que l'intelligence se nourrit de questions, mais que l'ego se nourrit de réponses. L'ego, il est basé sur des lois majeures. En l'occurrence, il y en a une qui s'appelle la sécurisation. C'est-à-dire que vous vous sentez insécure, vous allez chercher des réponses pour vous sécuriser. Sauf que la sécurité fait en sorte qu'on ne bouge plus. Jusqu'à temps que la vie nous oblige encore à être confrontés à du neuf. Et là, nécessairement, à du neuf, on questionne. Puis le questionnement humain, normalement, c'est pas pour avancer, c'est une obligation parce qu'il lui manque des éléments. Alors, il devient insécure. Ce qui fait que la majorité des êtres humains vont avancer seulement quand ça va mal, donc quand ils deviennent insécures. L'intelligent, c'est pas l'intelligent. L'intelligent, il mange du beurre d'arachide comme tout le monde, puis il mange du céréal de temps en temps. Bon. L'intelligence se nourrit de questions. Ça veut dire que si moi, je me demande, bon, est-ce que je change d'emploi ou pas, je ne demande pas conseil aux autres, mais je peux, et ça se développe. Ça se développe la façon de poser les questions. Moi, je sais, ça me fait penser, quand j'étais plus jeune, je demandais à ma mère quelle sorte de pantalon je mettais le contraire. Ça me faisait penser... Bon, mais c'est comme au restaurant, quand les gens sont là, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? Je peux prendre du spaghetti. Encore du spaghetti? Personne ne t'oblige à en prendre du spaghetti, moi je prends du spaghetti. Non, mais le fait, même que tu poses la question, puis la réponse de l'autre... Ça va dépendre. Ça dépend des individus, ça dépend comment ils sont Comment conçus. c'est fait, c'est ça. Mais là, ce qui arrive simplement, c'est que vous avez votre réalité. Votre réalité, vous savez ce que c'est? C'est ce que vous percevez. C'est un paquet, une myriade de petits messages qui sont intériorisés souvent, mais ça vient de vos oreilles, de votre corps physique au complet, ça vient de tous vos sens, ainsi que les sens cutanés, ça vient de vos sens vitaliques, les sens reliés au plan vital, ça vient de vos sens psychologiques, ce qui lit l'intérieur, ce qui va lire l'émotion, ce qui va lire la pensée, ce qui va lire un paquet de choses. Et c'est télépathe souvent. Vous avez des impulsions. La problématique, c'est que l'être humain a été conçu avec son éducation, etc., à douter sans arrêt de lui. Donc, de ses impulsions. En plus, il n'est pas conçu pour prendre un choix, pas actuellement, mais cognitivement, lui-même pas conçu pour prendre un choix, pour prendre une décision. Il est toujours en dissonance cognitive, toujours rendu dans une fourche, puis il ne sait jamais. Et ça permet de brûler de l'énergie. Il y a des moyens, évidemment, de faire des choix. On a inventé les pièces de monnaie à 2 faces, c'est pas pour rien, hein, c'est bon. Puis une face, puis comme ça, on prend l'autre. Bon, un peu comme tu faisais. Là, ce qui arrive, c'est que vous avez ceci. Il y a même des gens qui disent « Ah, j'aurais donc dû m'écouter. » Ben oui, t'aurais donc dû t'écouter. J'aurais donc dû écouter ma première intuition. Ben oui, t'aurais dû. Ben oui, c'est bien évident. Sauf qu'il y a la réalité des ou du voisin. Donc, la réalité des voisins, des collègues, de la famille, des amis. Et tout ça au complet, ben ça veut vous amener dans la réalité. Avec le grand R. Pas la avec la grand R. La grande illusion. Et là, vous, ce que vous devez faire, c'est essayer de réussir votre vie malgré. En plaisant un peu à tout le monde là-dedans, au niveau réalité. Puis nécessairement, ça devient un foutu bordel. Et c'est évident qu'à un moment donné, écoutez, moi, si je vous convainc progressivement de laisser votre emploi, de retourner à l'école, vous allez avoir besoin de mes conseils souvent. Parce que vous êtes dans ma réalité. Qui peut voir clair? Pas vous autres. Vous n'êtes plus chez vous. Puis si en plus, vous avez ramassé les conseils d'une panoplie de gens, c'est encore bien plus mélangeant. Elle allez venir me voir, je vais vous suggérer quelque chose, vous n'êtes pas sûr, demandez à un autre, il vous dit un petit peu l'inverse, c'est une affaire à côté. Oui, vous êtes dans une myriade de réalités. C'est la réalité, c'est la réalité sociale. Pour qui t'as voté aux dernières élections? J'ai pas voté. Pour qui t'as voté aux dernières élections? Parti québécois. Puis toi? Libéral. Ah ben Anita, j'ai mis mon vote. Non, mais 3 amis. Libéral, annulé. pas du tout. PQ. Mais c'est pas un bon exemple, j'aurais aussi bien pu voter pour... Oh, ben lui aussi, puis lui aussi. Ben oui. Donc, c'est un très bon exemple. Elle a voté PQ libéral, son mari était libéral. Non, c'est il a pas voté ça. PQ, sa femme était péquiste. Lui, célibataire. Non, mais le pire, c'est vrai, c'est pas ça qui est arrivé, c'est que juste avant de voter, j'ai rencontré Maurice, qui m'a fait glisser dans sa réalité, parce que vraiment, je votais pour... Je savais vraiment pas. C'est vrai, c'est exactement ça qui est arrivé. Ah oui. J'ai glissé. Mais ça veut dire que quand on parle de barrière, là, une des barrières, c'est ça. La barrière, c'est le collectivisme,
Qui fait que si on veut vivre plus dans la réalité, c'est de se déconnecter de la collectivité. Ouais, non, mais c'est que la barrière, finalement, c'est le fait de pas supporter d'être dans sa réalité sans que les autres, nécessairement, nous collarent. Vous savez combien de fois j'ai été téléporté, moi, du garde-robe de ma chambre à l'armoire à outils du garage de mon père? Téléporté, là. On n'a pas l'air d'être convaincus. Une cinquantaine de fois. Tu fais ça dans le garde-robe. Convaincu. Vous voyez comment il est? Ben non, mais c'est parce que tu faisais ça du garde-robe au garage. C'est pas bien intéressant. Si personne t'a vu. T'aurais pu venir au bureau, je sais pas. Non, mais le garde-robe, en réalité, c'est pas vrai, mais du téléporteur dans ma cabine de capitaine, aller sur la planète des monstres qui était dans le garage. Ah, tu te faisais des peurs? Je me faisais pas des peurs. Dans sa réalité, il y en avait des monstres. Okay, j'avais pas peur des monstres, je les battais. C'est vrai, dans sa réalité. Écoute, c'était la mort et d'amour, je parle de ma réalité. Dans la tienne, je dis c'était des monstres masochistes, ils restaient là. Les autres, les monstres, vous avez marié. Mais, non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est évident qu'à l'époque, ma mère, quand elle me regardait, me téléportait. C'est-à-dire, sortir du garde-robe, courir vite dans la salle de jeu, elle trouvait que j'étais pas fort. Elle se demandait ce que je ferais plus tard comme travail. J'ai écrit des romans, j'ai écrit des livres de pédagogie, j'ai fait des conférences. Mais. Allez, c'est-tu? Ça nous voit. Moi, j'ai vu 2-3 fois aux nouvelles, là, en parlant de l'enfant Teflon. Ça ressemble bien, mon gars. Les 2 premières fois, elle m'appelait pour me dire qu'il y a quelqu'un qui me ressemblait avec la télévision. Moi, je disais rien. Même non, en plus. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai joué plusieurs années à Patrouille du Cosmos. Et j'ai appris une panoplie de choses scientifiques en jouant. Et j'ai développé une structure métacognitive qui me permet de connaître la science, certaines formes de science, etc. On s'est fait des appareils électroniques, des affaires qui ne marchaient pas. Il y avait des soucoupes volantes qui se promenaient au-dessus de la maison, puis on les descendait. Et évidemment, il n'y avait pas de soucoupe volante, on descendait personne. Mais sur l'écran, par contre, c'était assez clair qu'on les avait touchés, tu sais. Et tout ça, pour l'adulte, parce que l'enfant a une réalité plus individuelle, l'enfant est moins dans l'illusion que l'adulte. Mais l'adulte, lui, va avoir une illusion de plus en plus, donc une réalité de plus en plus collectivisée, qui est le monde des adultes, avec son sérieux, avec ses responsabilités, etc. L'enfant aussi a des responsabilités, mais d'un autre ordre, parce qu'il est dans un autre monde. Et puis c'est correct qu'avec l'expérience planétaire, qu'on finisse par être capable de vivre sans nécessairement que les parents sont toujours là pour nous sustenter. Mais les adultes finissent par avoir l'impression que ces enfants-là, ben là, rendu à 6 ans, ça va, c'est bien le fun, on y achète un habit, tu sais, à 12 ans, ben là, à 17 ans, on commence à se demander si notre enfant est normal ou pas. Et puis, à 25 ans, ben, il joue dans la Patrouille du Cosmos dans la nouvelle génération en télévision. Et puis, on a peur pour lui toute sa vie. Ce qui est important de comprendre, c'est que la réalité de l'enfant est une vraie réalité. Et ce qui se vit chez lui fait partie de sa réalité, mais ça fait partie de la réalité. Alors que l'être humain va considérer que sa réalité n'appartenant pas à l'ensemble de notre société, c'est pas bon. Si on avait des parents qui sont des acteurs de cinéma et qui veulent que les enfants fassent du cinéma, ça souvent ils ne veulent pas, ben là, les parents seraient ravis, puis ils embarqueraient là-dedans, puis ils joueraient là-dedans. J'ai une de mes tantes, moi, qui jouait... en tout cas, on en avait ras-le-bol, puis elle continuait à se déguiser, tu sais. Bon. Et elle, ben, elle a toujours passé sa vie avec des jeunes enfants, puis à garder des enfants, puis bon. Mais elle est très, 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 très fonctionnelle, elle travaillait ailleurs aussi. C'est notre réalité. Moi, j'ai voyagé dans différents pays sous-développés, puis dans certains pays en voie de sous-développement. Puis dans tous ces pays-là, quand je voyageais avec des amis, on revenait, à un moment donné, on rencontrait des gens, puis là, on leur contait ce qu'on avait fait. On a passé 2 jours dans le jungle, 2 semaines dans le jungle, on a fait ceci, on a fait cela. Eux comptaient ce qu'on avait fait, l'autre, il rajoutait ce qui manquait, on dit la même chose. Puis moi, je faisais un résumé, puis tous mes chums qui étaient avec moi, maudit qu'ils auraient aimé ça être avec moi. Ma mère, elle disait, t'exagères donc ben. J'exagère pas donc ben. Ça m'arrive d'exagérer un peu. Là, mais c'est parce que quand c'était plat, on exagère un peu. Et là, ça devient intéressant. Puis moi, ce qui m'intéresse... C'est que ce soit intéressant. Ben, ce sont des choses intéressantes.
Ça fait partie de changer son passé, par exemple, ça. Ça fait que ce qu'on a vécu est intéressant. Tous les voyages que j'ai faits ont été extraordinaires. Toutes les professions ou les métiers que j'ai faits, ça a été extraordinaire. Toutes les journées de ma vie sont formidables. Puis pas positivement. Sauf que moi, je vis dans ma réalité, la mienne. Je vois des choses que les gens ne voient pas. Mais pourtant, quand je suis avec certaines personnes et que je leur dis « T'entends-tu telle chose? » C'est quoi? Où? Mais t'entends-tu? Et à un moment donné, ben là, il commence à entendre. Là, c'est pas ça que je voulais qu'il entende, mais quand même, il entend. Et puis, on peut être à la même longueur d'onde à un moment donné. Là encore, on est dans l'illusion. C'est-à-dire qu'on est dans une réalité collective à 2-3, mais une réalité qui est différente de la réalité du reste de la société ou de la planète. Régulièrement avec des personnes. C'est plus facile avec des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants acceptent spontanément de changer de réalité. Ils sont bons là-dedans, puis ça va bien. Ou c'est moi qui les suis simplement. L'être humain, la barrière majeure, c'est d'avoir besoin d'une réalité qui est acceptée par autrui. Et c'est un foutu problème, parce que votre voisin, il est dans les Krishna, l'autre, il est dans les témoins de Jéhovah, l'autre, c'est le prêtre de l'Église catholique du coin, l'autre, c'est un athée, l'autre, il est raélien, l'autre, il est bon. Tout du bon monde. Puis vous, là-dedans, ben, vous vous demandez... Mais si vous aviez votre réalité, bien nécessairement dans votre réalité, vous allez découvrir des affinités sensorielles, c'est-à-dire que dans ce qui se passe là-dedans, dans ces informations que vous ramassez, il va y avoir des affinités avec le chat du voisin, il va y avoir des affinités peut-être avec la petite fille de l'autre voisin, il va y avoir des affinités peut-être avec le voisin là-bas, qui est peut-être 62 ans, ça va avoir des affinités avec des gens, et là on va commencer à discuter, on va commencer à se faire un monde où on parle souvent de science, mais donc, t'es juste coiffeuse, ça n'a rien à voir. Où on va parler d'ésotérisme, où on va parler de psychologie, où on va parler d'atomes, où on va parler de n'importe quoi, d'astronomie. Mais ça veut dire que les gens, il va falloir qu'ils soient conscients que chacun est sur sa planète. Chacun est sur sa planète. Les gens ne vivent pas la même vie. Mais qu'on fait des ponts. Ben, les gens ne sont pas conscients, surtout que la majorité des gens, en plus, travaillent inconsciemment à rejeter cette vision des choses. Mais pourquoi tout le monde ne voit pas qu'on est dans l'illusion? Parce que l'humain a une infrastructure psycho-émotive qui, à l'origine, est faible. Bon, pour un paquet de raisons, c'est trop long à expliquer ici. Bon, c'est des choses qu'on voit plus au niveau du séminaire, mais c'est un peu long. Les gens ont une infrastructure psychologique qui, pour la majorité, est très faible. C'est-à-dire que l'humain est un être grégaire. Il vit en groupe. Et il vit en groupe parce qu'il a besoin du support psycho-émotif de l'ensemble. C'est d'ailleurs pourquoi les religions veulent convertir. Parce que même si on est 200-300 000 ou 2-3 millions de fidèles, la foi va tomber. Mais plus on va être capable de convaincre quelqu'un qu'on a raison, plus on se convainc nous-mêmes qu'on a raison. Et le processus doit être entretenu. Alors que si on vivait dans sa réalité, ce qui est mon comme moi, ben, chaque être humain, puis on peut discuter. Moi, je rencontre des gens de toute forme de pensée, puis c'est vraiment intéressant parce que dans les différentes approches de la cosmogonie, donc les différentes réalités des gens, j'ai rencontré des Krishnas, j'ai rencontré des Mormons, j'en ai même aidé à faire ils font de la conversion, ils viennent, bon, c'est des jeunes qui venaient de l'Utah, donc des États-Unis. Et on discute, on parle, on apprend plein de choses intéressantes. Pourquoi? Parce que dans leur modèle de vision, ben, il y a des choses que je n'avais pas remarquées. Et eux me parlent de ça, et moi, je vais aller courtiser, donc je vais aller m'amuser avec ce qui compte. On échange, je n'essaie pas de les convertir. Quelqu'un va me dire, sais-tu que même les animaux, des fois, semblent intelligents? Ça me plaît, ce discours-là. Fait que moi, je vais dire, oui, j'avais remarqué. Mais je ne deviens pas mormon pour autant. Là, je n'essaie pas de lui faire comprendre que oui, c'est vrai, mais il faut faire attention aux religions. Je ne me regarde pas, ça. Bon, il est bien mieux là-dedans que dans n'importe quelle autre place, qui n'est pas sa place. Puis quand ce sera plus sa place, il va changer. Ça veut dire qu'au départ, l'humain est conçu pour être dans l'illusion. Parce qu'il n'y a pas la psychologie pour ne pas être dans l'illusion. Donc, pour dépenser... Quand l'humain va commencer à voir au-delà de l'illusion, quand vous allez commencer à vous rendre compte, on rit de vous en masse. Je dis souvent aux gens de sourire parce que vous êtes aux insolences, n'est-ce pas, d'un monde astral. Quand on se rend compte, bon, finalement, qu'on vit, on travaille, on souffre, on fait ceci, on fait cela, puis finalement, on va peut-être mourir. Fait quelque part, tu dis, ça vaut-tu la peine de me démener autant pour que le petit maudit voisin coupe ses maudites racines qui dépassent dans ma cour? C'est ça, mais ça, là, les gens ne choisissent pas d'en arriver à cette prise de conscience. Non, parce que les gens ne sont pas encore à un état de conscientisation
où ils devraient pouvoir prendre conscience que leur vie, elle est unique, qu'elle pourrait, d'ailleurs, vous êtes unique, comme tout le monde, et que les gens devraient être capables de prendre conscience de ça pour finalement décider de vivre leur vie. La majorité des êtres humains veulent vivre la vie des autres, et la vie des autres, quand chacun, moi je veux vivre sa vie, lui veut vivre la sienne, lui veut vivre la sienne, la sienne, la sienne, la sienne, puis là, à un moment donné, ça vaut la sienne, bon, un gros mélange, et c'est ce qui crée le collectivisme. Puis le collectivisme, il est toujours imbécile, il n'y a pas d'intelligence dans le collectivisme. Et finalement, on va essayer de s'entendre tout le monde, c'est inconscient. Dépendamment de nos longueurs d'onde, des vibrations, on a un schéma quand même collectif, social, qui, bon, il y a différents niveaux dans le schéma, mais quand même. Et on va essayer de vivre finalement comme tout le monde à la hauteur de ce qu'on pense qu'on est. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour augmenter le niveau de conscience, pour réaliser qu'on est dans l'illusion et s'en sortir? Parce que si au départ on est dans l'illusion, on ne le sait pas. Mais surtout. Et si on peut augmenter, parce que tu dis qu'on n'est pas conscient de tout ça, donc est-ce qu'il y a un moyen de prendre conscience de tout ça? Ben, pas conscient de ça. Écoute, quand la personne. Disons, je réalise un petit peu là, que. Moi, c'est ça, je reste sur la rive sud, là, puis ça prend 1h15 monter à Montréal, puis 1h15 descendre à la rive sud. On va dire, c'est quand même. Ça fait juste 10-15 ans, tu sais, c'est pas si pire. Quand tu dis, je fais des additions, puis ça, l'humain ne fait pas ça. Moi, si je prends tout le temps que je perds sur la route, je vais peut-être déménager. Ah, je ne veux pas rester en ville. En tout cas, tu restes en ville pareil, là, mais ça rive sud. Il y a des places qui c'est un petit peu mieux. La rive nord, c'est moins achalandé. Prenez simplement l'exemple de la casse. Savez-vous combien ça coûte du pétrole à attendre sur les autoroutes, qui sont toujours pleines, sur les ponts, etc. Ça fait longtemps qu'on a payé les 5 ponts de plus sur la rive sud, puis les 3 ponts de plus sur la rive nord. Ça fait longtemps que c'est payé, ça, là. En gaspillage. Ben, en essence, ça roule. Là, je ne parle pas, évidemment, des frustrations, de l'incompétence qui va s'installer à un moment donné parce que tu n'auras le bol, et de tout ça complet. Puis en termes de salaire, ça baisse la paye de quelqu'un, ça, là. Parce que tout le temps qu'il est sur la route, là, c'est du salaire, ça, là. On le paye pas, évidemment, là. Bon. Mais c'est du temps de vie, en tout. Ben, c'est du temps de vie. Maintenant, si je perds 2 heures par jour, c'est pas trop pire, que ça fait juste 10 heures par semaine. Par année, ça fait 520 heures. Mais par vie, ça fait... Mais qu'est-ce que peut faire la personne qui est rendue au niveau qu'elle conscientise tout ça, là, mais qui n'a pas assez... Tu sais, elle est entre les deux. Elle n'a pas assez d'énergie pour se dire que vraiment elle est unique. C'est très, très simple. Dans ce temps-là, la personne, elle doit user de l'écœurement. Et l'écœurement, c'est quelque chose de très nourrissant. C'est pas le découragement que tu parles. J'adore m'écœurer. Moi, j'adore m'écœurer. Ouais, mais il y en a qui vont... mais il faut que tu fasses une différence entre l'écœurement ou la frustration. Bon, t'as peur de l'écœurement, tu la vitesse sûre. Non, il y a peur que les autres... C'est ça, je vais le faire. Il y a peur de se faire écœurer. Je vais être certain. L'écœurement, qu'est-ce que c'est? C'est de contempler avec notre intelligence une stupidité. Hein? Vous êtes sur la route, là, c'est encore embouteillé. Bon. À l'époque de Rome, on disait amphorisé. Aujourd'hui, on dit embouteillé. Bon. Et puis là, vous vous dites, je n'ai ras le bol. Ça, c'est émotif. C'est pas encore de l'écœurement. Mais l'humain pense que ça l'écœure. C'est pas ça de l'écœurement. Ça, c'est dépressif, c'est émotif, c'est colérique, c'est frustrant. C'est pas de l'écœurement. Mais si vous observez toute l'affaire au complet, là, vous regardez les gens, lui, il se fouille dans le nez. Non, vous regarderez. 2 conducteurs sur 3 sur un feu rouge se fouillent dans le nez. Non, vous regarderez, j'ai déjà compté ça. Bon. Et puis là, vous attendez, vous regardez toute l'affaire au complet, là, en avant, dans votre rétroviseur, vous regardez en arrière aussi, vous regardez la ligne de là. Combien d'années je vis, moi, là? C'est une belle planète, à mon affaire. Puis là, posez-vous la question, là, vous autres, là, est-ce que ça, c'est pas une insulte à votre intelligence? Là, vous commencez à vivre de l'écœurement. Et l'humain, souvent, il faudra qu'il soit écœuré d'être écœuré pour changer les choses. Et on change les choses. Par différentes mécaniques de glissement homochronique. On peut changer de monde, pas changer le monde. Bon.
Et là, vous contemplez simplement la stupidité, vous regardez votre tachymètre, avancez à 5 km, ou encore vous avancez assez vite, là, que l'aiguille ne bouge même pas encore. Là. Puis on arrête, puis on avance, puis on arrête. Puis là, il y a toujours le petit maudit cave qui, lui, passe à droite dans la contenant où c'est interdit, mais que vous avez trop peur de la police pour passer là. Zou! Puis là, évidemment, on est dans un monde collectif. S'il y en a un qui passe, boum, un deuxième, un troisième, puis là, vous essayez. Là, il s'énerve. J'y vais-tu pas? C'est pas correct, il y en a un qui s'en vient au loin, d'un coup, la police au bout là-bas. Mais c'est pas une vie. C'est ça. Puis là, on regarde, on contemple et on s'écarte. Puis, quand une personne est capable de faire ça consciemment, vous essayez, vous allez voir le changement dans vos vies. Mais il y a un changement qui s'opère tout seul. Oui, il y a de moins en moins de trafic sur la route. Sauf qu'évidemment, elle ne dit pas ça des cartésiens. À la même heure, Ah oui, le cartésien, il dit, écoute, prends-tu pour un fou, pour une folle? À cette heure-là, le vendredi soir, il y a du trafic. Ah, ben, vous allez avoir raison. Mais la dernière fois que je suis remonté de Montréal, là, j'étais avec ma femme, et puis tout le long, on était sur Métropolitain, près de la 15, puis là, il nous disait que c'était bouché sur l'autoroute des Laurentides, jusqu'au pont d'Éric Martin. Puis on a roulé, nous autres, on le donne, à 90, 100 km/h, puis tout le long montant, puis rendu à Laval, la radio disait encore que près de Côte-Vertu, c'était bouché. Puis on est arrivé chez nous en temps record, puis tout le temps, il paraît que c'était bouché. Ça, c'est uniquement l'attitude qu'on adopte face à la vie qui fait ça. Oui, et parce ça... qu'on n'est plus dans le même monde. Parce que moi aussi, ça m'arrive souvent, au radio, il dit que c'est bloqué. Puis je suis déjà rendu là, pourtant, il s'est trompé parce que c'est pas votre place. Mais ça, pourquoi à la radio, t'entends pas que c'est libre, tant qu'elle n'est pas dedans? Parce que tu es encore entre les deux. Et je me suis posé la question, je trouve ça amusant. Si au moins, tu sais, au moins, en haut, là, au moins, dites-moi qu'il n'y a pas de trafic, tu sais, il n'y en a pas. Mais c'est parce que lui, il se trouve être dans sa réalité, puis moi, je suis dans la mienne. Il y a énormément d'explications que je pourrais te donner. C'est long, ça. Là, on parle des mécaniques de transition homochronique. Un homochrone, c'est simplement un monde similaire au nôtre avec des petits changements. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'individu qui va, par exemple, parler de pensée positive, il peut arriver à certaines choses comme ça, certains glissements homochroniques, seulement il n'y arrivera pas trop. Ben non, il arrive un petit peu, puis après, à un moment donné, il y en aura le bol, puis il revient à son affaire. Bon, ça, c'est l'effet de retour. Ce qui est très important de comprendre, simplement, c'est que l'être humain... Puis ça, c'est pas... Moi, j'en parle maintenant avec des mots pour expliquer des choses, puis je comprends la mécanique, je peux la contrôler un peu. Mais ça fait depuis que l'être humain est là, il y a toujours eu des gens, à un moment donné, qui ont été capables de glisser d'homochrone, donc de changer. Et assez que dernièrement, en me questionnant, en parlant avec les gens, on se demandait si le Nazaréen, par exemple, Jésus-Christ, quand il disait à quelqu'un, si tu as la foi, tu vas faire ceci, bien, j'en suis venu à la conclusion qu'avoir la foi, ça ne voulait pas dire de croire. Que la foi, c'était autre chose. La foi peut soulever les montagnes. Oui, effectivement. Mais la foi, c'est pas la croyance. Et si tu as la foi, tu vas guérir, effectivement. Pas si tu crois. Si tu crois en moi, on va engendrer une mécanique, et si tu as la foi. C'est deux mécaniques différentes. Alors, il y a plusieurs personnages, à un moment donné, qui en ont parlé, etc., puis qui ont fait des choses. Un miracle, c'est simple. Je te prends malade, puis je te glisse dans un hémochrone où tu es en santé. Puis c'est évident que tu guéris. Bon, un médicament fait ça souvent, mais ça prend plus de temps. Mais c'est quoi la foi, là? Je crois pas en toi, qu'est-ce que je... La foi, c'est une autre mécanique totalement différente qui fait partie d'un principe psycho-émotif chez l'humain. Si c'est contrôlé par de l'intelligence, qu'à l'époque on appelait l'Esprit Saint, tu peux effectivement glisser latéralement d'un monde à un autre. Donc d'un homochrone à un homochrone. Puis effectivement, ça va changer les choses. L'écœurement, qu'est-ce que ça fait? L'écœurement, ça vous rend intelligent. En réalité, ça vous rend intelligent, il faut s'entendre. Moi, on est déjà intelligent. Mais ça va permettre l'expression de l'intelligence. Et surtout, ça permet une chose extraordinaire au niveau de bouger à travers l'illusion, donc se centrer dans sa réalité, donc la réalité, sa réalité. C'est que l'écœurement, si vous êtes capable de vous nourrir d'écœurement, vous allez... Il y a n'importe quoi dans votre vie qui est une insulte à votre intelligence, mais c'est important. On ne commence pas par vouloir changer toute l'affaire au complet, vous ne pourrez pas. Émotivement, vous ne pourrez pas. Alors, vous allez jouer dans un paquet de babelles, puis vous allez avoir une vie très problématique. Ici, on dit simplement, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Vous voulez enregistrer des films, mais vous les manquez toujours. Hein? Je pense que t'as pas de vidéo. Bon, mais bon, vous êtes à la difficulté. Non, c'est parce qu'il va mal, l'ami. Il va mal, le tien. Bon, parfait. Mettre une cassette dedans. Alors lui, il essaye d'enregistrer, puis des fois ça fonctionne, puis ça fonctionne pas, puis etc. Au lieu de se choquer, au lieu de se frustrer, au lieu de se rendre malade, mais il y a une loi dans le chronotope actuel, dans ce monde-ci, qui oblige l'humain à s'autodétruire et à rechercher la souffrance.
Bon, alors c'est pour ça que je dis souvent aux gens, comment se fait que Saddam Hussein, il veut aller te faire telle chose? C'est normal, c'est partie des lois humaines, ça, là. L'humain recherche ça. Bon, avec la drogue, l'alcool, il y en a plein. L'humain a besoin de ça. Bon. Mais lui, ce qu'il va faire, au lieu de rechercher ça, c'est normal qu'au lieu de prendre son petit maudit vidéo puis l'amener à la réparation ou le fout aux poubelles, c'est normal qu'il le garde, puis qu'il chiale, puis qu'il sacre. Normal. Parce que ça fait partie des lois qui obligent l'intelligence, à travers de l'homme, à sortir comme ça. Donc, c'est normal, on comprend, c'est humain. Mais s'il arrête en avant à un moment donné, puis il dit, là, je contemple mon vidéo, qui fonctionne mal. Des fois, il ne rebobine pas mes cassettes, il les débobine. Dedans. Puis je connais tout son intérieur. J'ai démonté 4 fois pour sortir mes cassettes, puis à chaque fois, il a fallu que je casse un ruban. Bon. Et là, il y a un bon film ce soir, là. Il y a une bonne émission de télévision. Daniel Kemp passe en télévision pour parler de quelque chose. Il passe aux nouvelles. C'est ça, il passe aux nouvelles. Parler de l'adolescence, prochain livre qui va sortir. Puis là, j'aimerais ça l'enregistrer. Je vais pas. Bon. Contemple ça. Votre intelligence, vous autres, là, est-ce que vous méritez une vie comme ça? Puis là, je parle pas émotivement. C'est ce qui arrive souvent, c'est que l'humain le voit émotivement. Mais il se frustre, ça. C'est pas émotivement. L'écœurement, c'est pas un facteur émotif. La frustration, oui. Et là, il regarde ça complet, puis il va se dire non. Non. Alors, comment on change ça? Avez-vous les outils pour faire et réparer? Non. Alors, on fait pas. Parce que là, ça ne marchera pas. Bon. Ah, mais tu sais pas. Alors, tu peux essayer si tu veux. Bon. Et puis, tu te dis, là, je veux plus. Tu veux plus? Non, je veux plus avoir une vidéo qui marche mal. Tu peux avoir une vidéo qui marche mal. Ah, il reste la chose à faire. Prends ton grabat et marche. Prends ton corps et bouge. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, lève-toi, prends ton vidéo, là, déconnecte les fils, là, puis va l'amener au réparateur. OK? Oui, mais j'ai pas d'argent. Laisse-lui, fume plus pendant 2 semaines ou encore, vends-moi 3-4 caisses de pudding de plus. Il y a un magasin d'aliments naturels. Puis là, tu vas pouvoir aller chercher ton vidéo. Mais là, ce qui arrive, là, ça leur a marché. Ouais, mais pas ce soir, tu sais, parce que ce soir, il y a, etc. Sans arrêt. Vous voulez faire le ménage de votre chambre, de votre valise d'auto, de votre bourse, votre sacoche. Vous voulez arranger vos vêtements. Vous avez un garde-robe large, plein de linge que vous ne portez plus. Mais contemplez. Donc, changer de monde. monde. D'avoir l'énergie qu'il faut pour toucher ça. Changer de monde, c'est vraiment à partir de ce qu'on nous autres, on a fait des petites choses comme ça. Oui, et ça fait en sorte que quand tu bouges, les choses aussi s'améliorent. Maintenant, l'être humain a de la difficulté, le cartésien, à comprendre la mécanique parce qu'il va dire, je ne vois pas le rapport. C'est sûr, si je le fais réparer, il ne cassera plus. Rends-tu compte de la qualité de vie que tu viens de te donner si tu voulais que ton vidéo fonctionne? Mais l'humain va dire, oui, mais ça aurait été beaucoup mieux s'il n'avait pas cassé. Il a cassé. Même chose pour tellement d'affaires. Vous voulez changer d'automobile? Commencez à économiser. Oui, mais je ne peux pas. On peut économiser. Ah, il faut bien acheter ce qu'il nous faut. On peut économiser. Et je sais très bien que la majorité des gens, puis j'en ai aidé des gens à économiser, des gens qui avaient des dettes, etc. Je ramassais toutes leurs finances, je commençais par ramasser le carte de crédit que je coupais, et puis je ramassais toutes leurs finances au complet, puis c'est des employés. Puis 7-8 mois après, ben là, il n'y a plus de dette. 3, 4, 5 mois après, ils commencent à faire de l'argent. Là, ils reprenaient leurs finances en main. Puis 3 mois après, ils étaient encore endettés. Pourquoi? Parce qu'on bouge, on place. Puis le pire, ou le mieux, c'est qu'il ne se serrait pas la ceinture. Mais ça veut dire que l'humain n'est pas équipé au départ pour l'humain être heureux. est équipé pour s'équiper. Mais il n'est pas équipé au départ. Donc, qu'est-ce qui doit... Tu as parlé d'écœurement, là. Mais ensuite, quelque chose de plus concret, de plus... Y a-tu... Une recette miracle? Ouais, un truc, finalement. Y a-tu... Est-ce qu'il doit... C'est un cheminement qu'il doit faire seul? Est-ce qu'il faut qu'il soit avec du monde? Est-ce que... Quand on veut évoluer, ça veut dire que l'évolution, c'est l'homogénéisation de nos concepts psychologiques. L'évolution, c'est intéressant, c'est bien. Puis c'est se servir de l'expérience d'autrui. Puis souvent, c'est bâtir la base de sa vie sur le sommet de celle de ceux qui sont passés avant nous, donc sur la sagesse de l'humanité. L'évolution, c'est intéressant, sauf que ça ne règle pas la problématique humaine. Après, à un moment donné, la courbe de l'évolution finit par ralentir, et là commence la conscientisation. La conscientisation, elle va régler la problématique humaine. Maintenant, l'être humain, pour se conscientiser, il doit devenir individualiste au niveau de sa conscience. Il va travailler avec les gens, il va être capable de vivre en famille, mais il va être individualiste au niveau de sa conscience, ça veut dire qu'il n'aura plus besoin
de savoir ce que les autres pensent pour penser que lui pense bien. Moi, on va discuter entre nous parce qu'on brasse de l'énergie. Mais je ne discute pas pour convaincre et je ne discute pas pour me faire convaincre. Par contre, ça se peut que votre réalité soit meilleure que la mienne dans tel créneau. Alors là, automatiquement, je vais être d'accord avec vous, puis à partir de maintenant, moi, je vais continuer comme ça. Mais je ne veux pas être dans votre réalité parce que votre réalité, c'est la réalité d'un ensemble majeur de gens. Ou parce que vous avez une autorité sociale. Je vais rencontrer un premier ministre et si sa réalité ne me plaît pas, je ne vais pas dedans. Si sa réalité me plaît, je vais rentrer dedans. Je vais ramasser ça devient ma réalité. Merci Daniel. On va prendre une pause. Avant d'aller à la pause, à l'extérieur, vous avez vu, il y a des tables. Il y a des gens qui sont disponibles pour répondre à vos questions sur différentes choses qu'on vous offre. Premièrement, il y a le séminaire de Daniel, dont tu parlais tantôt. Le prochain, c'est le 26-27 novembre 1994. Alors, pour vous inscrire ou des informations, savoir qu'est-ce que ça comprend le séminaire, vous pouvez voir aux tables à l'arrière. Ensuite, il y a le cours Introduction à la cosmogonie de la réalité, mardi soir à 19h, le 18 octobre. Il y en a un ce mois-ci, alors ne manquez pas. C'est un cours de base, mais c'est un cours qui va loin, qui place énormément de choses au niveau de... Tantôt, tu parlais d'homochrone, alors il y a différentes choses qui placent à ce moment-là. Il y a différentes choses qu'on sait, mais on s'aperçoit dans ce cours-là que c'est tout mêlé, puis là, ça nous permet de bien clarifier ça.